Et oui, c'est le retour du king, du roi de la politique, Christophe Barbier, qui est avec nous. Bonjour vous Christophe. Vous mettez la pression pour la saison là. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin? Très bien. Ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver effectivement pour commenter l'actualité politique en France. Alors on va peut-être commencer par la prise de parole hier de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé sur France 2, qui a répondu aux questions notamment concernant cette attaque à la synagogue de la Grande Motte samedi. Et Gérald Darmanin qui a fait plusieurs annonces, qui a parlé du suspect d'ailleurs, qui a parlé de la loi immigration, mais qui a surtout dit que les actes antisémites avaient augmenté de quasiment 200% en France. C'était important qu'il fasse cette mise au point. Oui, c'est très important parce qu'on s'était presque habitué, voire endormi à l'idée d'une montée des actes antisémites depuis le 7 octobre. Et puis surtout, je pense qu'une partie de nos concitoyens considèrent qu'il y a eu une flambée des actes antisémites dans la foulée du 7 octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, et puis qu'après ça s'est calmé. Or, c'est pas du tout le cas. Sur le premier semestre de l'année 2024, alors qu'en Israël, il n'y a pas eu de rebondissement, que la situation est restée la même, eh bien, les actes antisémites ont continué la même progression. C'est-à-dire qu'on est passé d'une sorte de fièvre antisémite à un antisémitisme que certains peuvent qualifier d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il est de bon ton maintenant d'entretenir cette haine d'Israël et cette haine des Juifs dans une partie de l'opinion. Et face à cela, on a l'impression aussi de pouvoirs publics dont la réponse est, si ce n'est lente, du moins trop discrète pour être efficace. Ouais. Alors la police fait son travail, on intervient, évidemment, on protège, mais la justice visiblement est en train de changer d'attitude, mais ça n'a pas été encore perçu par l'opinion. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas aujourd'hui, tiens, commettre des actes antisémites, avoir des propos antisémites, c'est plus rapidement et plus sévèrement puni qu'il y a 2, 3 ou 5 ans. Oui. Donc la justice n'a pas encore fait passer ce message assez clairement. Et puis la sphère politique, complètement encalminée, enlisée, n'est pas aussi non plus à la hauteur. Alors ça c'est intéressant justement parce que Gérald Darmanin a pointé du doigt, alors sans les citer forcément, les discours de gauche, et on comprend de LFI qui ont du mal selon lui à dénoncer l'antisémitisme. Oui, bien sûr, de ce côté-là aussi, rien n'a changé depuis le 7 octobre. La France insoumise continue à ruser avec la vérité et à essayer d'avoir un vernis de lutte contre l'antisémitisme qui cache, comme toujours, son islamo-gauchisme. Là encore, dans cet attentat contre la synagogue de la Grande Motte, dans un premier temps, Jean-Luc Mélenchon n'emploie pas le terme juif, n'emploie pas le terme antisémite. Ouais. Alors c'est une sorte d'agression contre la liberté de croyance, contre la laïcité, comme si ça n'était pas une synagogue, mais un établissement cultuel autre. Et puis, dans un deuxième temps, confronté à cette déclaration, il répond « Mais comment osez-vous me soupçonner ?» Mais non, pas du tout. Et il ajoute cette phrase incroyable. Le jour où il y aura vraiment une déferlante antisémite, vous serez content de nous avoir à nos côtés. Sous-entendu, il ne peut y avoir d'antisémitisme pour Jean-Luc Mélenchon que venant de l'extrême droite, que venant du néonazisme. L'antisémitisme importé du Proche-Orient, l'antisémitisme appuyé sur l'islamisme, pour lui, ça n'existe pas. Il continue à être dans cette logique qu'il a impulsée le 7 octobre, qui remontait bien avant, on se souvient de la manifestation de 2019, et qui a trouvé une traduction absolument terrible dans la campagne des élections européennes, avec la mise en avant de cette nouvelle figure politique, Rima Hassan. Et dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, Moi, Jean-Luc M, justement, vous parlez de cet antisémitisme, en tout cas de Jean-Luc Mélenchon. Alors pour terminer sur cette affaire, Gérald Darmanin qui a aussi évoqué, je le disais, la loi immigration en disant que donc cet Algérien en situation régulière qui était visiblement radicalisé, qui s'en est pris à la synagogue, pourrait, dans le cadre de la nouvelle loi immigration, être expulsé, Christophe. Oui, on voit bien que le gouvernement, d'abord dans la situation actuelle, essaye de valoriser son bilan et de montrer qu'il a fait des lois utiles, et puis essaye de montrer aux citoyens qu'il a agi, qu'il a apporté des réponses juridiques, législatives. Il y a eu évidemment la loi contre le séparatisme, née du discours des Mureaux juste avant l'assassinat de Samuel Paty. Et puis il y a cette loi immigration, si décriée parce que les votes s'étaient mêlés, notamment les votes d'extrême droite. Oui, certes, cette loi immigration, elle permet d'expulser un étranger plus rapidement qu'avant. D'ailleurs, on voit qu'en Allemagne, il y a le même débat juridique. Oui. Après l'attentat près de Cologne au couteau, est-ce que l'on ne peut pas empêcher de rentrer ou expulser plus vite de tels délinquants? Oui, sauf que c'est avant qu'il faut intervenir. C'est avant le passage à l'acte qu'il faut repérer les individus dangereux et les expulser quand on peut le faire. Là, ce qui s'est passé à la Grande Motte, ça tient du miracle. Alors c'est lié un peu à l'amateurisme de ce terroriste, mais ça tient aussi du miracle. C'est pour ça qu'on a échappé à un massacre dans les grandes largeurs. Ce n'est pas dû à la pertinence de la loi immigration.
Alors, le reste de l'actualité, on le sait, l'actualité politique qui va être très dense pour cette rentrée. Le président de la République qui va recevoir ce lundi, Christophe, à l'Elysée, les responsables du Rassemblement national, ainsi que Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, Emmanuel Macron qui poursuit donc ces consultations avant de nommer le prochain Premier ministre. Alors, est-ce qu'un Premier ministre va être nommé peut-être ce soir, Christophe ? On devrait l'avoir, si ce n'est ce soir, au moins demain. Demain matin, ça serait bien parce qu'après il y a les Jeux paralympiques inaugurés mercredi, puis le président part en Serbie. Ça laisserait du temps à ce Premier ministre, et ça va pas être simple, pour composer son gouvernement. Il lui faudra bien 4 ou 5 jours, voire une semaine, pour faire une équipe. Mais encore faut-il avoir un nom. Or, on a l'impression que cette série de consultations n'a pas clarifié les positions et les majorités possibles. Elle n'a fait qu'embrouiller encore un peu plus la situation, où on voit tous les cas qui sont impossibles, qui aboutiraient à une motion de censure, à une chute du gouvernement rapide, et c'est quasiment tous les cas de figure possibles. On n'a pas progressé d'un centimètre en plus d'un mois pour la résolution de l'équation politique à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon a proposé un gouvernement du Front populaire sans les ministres LFI, ce qu'ont demandé d'ailleurs beaucoup de personnalités de gauche. Est-ce que c'est une issue possible ? C'est une ruse de Jean-Luc Mélenchon. Il a pris à leur propre piège, et la droite et les macronistes. Vous ne voulez pas d'LFI, on se retire. On fait du soutien sans participation, ce qu'il excluait fortement Mélenchon depuis le début. C'est une ruse. Bien entendu, ce n'est pas seulement les personnes et les filles qui sont dangereuses, mais c'est l'ambiance, l'idéologie et les filles au sein d'un gouvernement Front populaire, et pas seulement pour la fiscalité, mais aussi pour tous les sujets qu'on vient d'évoquer. En fait, il n'y aurait pas de ministère Mélenchon qu'il y aurait quand même un magistère Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y aurait une influence forte de Mélenchon sur le gouvernement Front populaire, sur Lucie Castet, qui seraient en fait des marionnettes de Mélenchon. Mélenchon n'a pas besoin d'être sur scène, il n'a pas besoin d'envoyer ses hommes et ses femmes sur scène, il peut être le marionnettiste dans la coulisse. C'est ça qu'il essaye de nous préparer. Donc Macron doit trouver la ruse pour éviter de nommer un gouvernement Front populaire, tout en nommant un gouvernement efficace et un gouvernement qui tienne la route, qui ne chute pas aussi par une motion de censure. La seule solution serait de tordre le bras des LR, de les forcer à s'entendre avec les macronistes pour faire une majorité très relative, 210, 215. Est-ce qu'en nommant Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, Emmanuel Macron aboutirait à ce résultat ? Allez-y, je vous oblige à travailler ensemble parce que je vous mets un ministre que vous ne pouvez renverser ni les uns ni les autres. Eh bien, ça ne sera pas facile du tout comme manœuvre. Une équation insoluble. Pour l'instant, c'est une équation insoluble. Quel que soit le Premier ministre choisi, même si c'est un ministre technicien, un haut fonctionnaire, quelqu'un qui n'a pas de couleur idéologique, il va droit dans le mur. Il aura du mal à se maintenir. Sur les premiers textes, il pourra avoir une motion de censure et il ira vers le mur du budget, parce que sur le budget, on ne voit pas un gouvernement procéder autrement que par 49.3, et le 49.3, ça déclenche immédiatement une motion de censure. Alors effectivement, plusieurs élus LR, macronistes se sont exprimés dans la soirée, et ce matin expliquant que le problème n'était pas lié seulement au ministre, mais aussi au programme du nouveau Front populaire. Bien comme sûr, vous dites. avec deux arguments. L'argument économique, ça nous mènerait à une situation où les investisseurs se retireraient de France et ça nous coûterait très cher. Et puis un argument aussi idéologique, c'est-à-dire l'argument du Venezuela. Oui. On voit bien que quand on applique la manière de faire de la politique à celle de la LFI, eh bien on finit très très vite par bâillonner les oppositions et par être liberticide. Parce que ce sont des types d'idéologies qui ne peuvent se maintenir au pouvoir que par une forme d'oppression. Et c'est assez logique, ce sont des révolutionnaires, ils ne veulent pas discuter avec des oppositions, ils veulent imposer leurs dogmes. Alors que la France n'a toujours pas de gouvernement, donc à proprement parler, Christophe, Gabriel Attal, lui, a donné les indications de budget pour l'année à venir. Et ça, c'est un autre sujet. Encore plusieurs possibilités existent pour faire voter un budget sans gouvernement. Ce sera véritablement l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu. Comme je vous le disais, en termes d'équation politique à l'Assemblée, on ne voit pas un gouvernement faire voter un budget, quel qu'il soit de rigueur, de maintien, de relance de la consommation. Il n'y a aucune majorité pour un budget. Donc, l'obligation de faire voter le budget aboutira à un 49.3, comme Elisabeth Borne l'a fait 2 années de suite. Un 49.3 entraîne automatiquement une motion de censure, et cette motion de censure a toutes les chances d'être votée. Donc on ferait tomber à la fois, à la fin de l'année, le gouvernement et le budget. Alors oui, techniquement, l'État peut continuer à appliquer le budget de l'année précédente en le découpant en 12 mensualités. C'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, c'est déjà arrivé dans notre pays. En 1962, il y avait eu des législatives en novembre. Ils n'avaient pas eu le temps de débattre du budget. Il y avait eu donc une sorte de budget technique. Sauf qu'on n'est pas en 62. On n'est pas dans les 30 glorieuses. On n'est pas en pleine croissance. Le monde nous regarde. Les agences de notation, les investisseurs sont prêts à nous sanctionner. On sait qu'on doit faire des économies très lourdes. On sait qu'on doit faire des sacrifices. Un budget technique, un budget reconduit, ça serait emmener la France vers une sorte de déclassement économique. On le paierait très cher dès 2025 et pour longtemps. C'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre, trouver une équation politique stable et ensuite
espérer que ça puisse aboutir à un budget raisonnable. Vous le dites, le monde nous regarde. Est-ce que du coup, ça pourrait aussi avoir des conséquences pour les pays frontaliers de la France? Par exemple, je pense à l'Allemagne. Oui, bien sûr, on est déjà sous le coup d'une procédure de Bruxelles pour déficit excessif. On voit que l'Allemagne n'a plus envie d'être couplée à la France si la France part dans des ennuis économiques, d'autant que l'Allemagne est devenue l'homme malade de l'Europe. L'économie allemande ne va pas bien. La situation politique allemande, derrière une stabilité de façade, est quand même extrêmement précaire. Oui, c'est cela aussi qui est en jeu. Si la France dégringole, c'est mauvais pour la France, mais c'est aussi tous les chevaux européens qui peuvent se débobiner. On va pas jouer les Cassandes ce matin, on va pas annoncer des apocalypses qui n'ont pas lieu d'être, mais tout de même, on est face à une situation où, n'ayant pas de solution politique, on risque de plonger le pays dans toute une série de crises économiques, crises budgétaires et crises sociales. Parce qu'à un moment donné, les victimes, ça sera les Français. Et on sait depuis les Gilets jaunes qu'ils peuvent être prompts à se révolter. Alors, on a parlé du nouveau Front populaire notamment, mais finalement pas du Rassemblement national. On sait que Marine Le Pen et Jordan Bardella seront reçus par le chef de l'État ce matin à 10h45, avant le patron des Républicains, Éric Ciotti. Alors, à quoi s'attendre de la part du Rassemblement national? Qu'attend aussi le parti d'extrême droite? La position du Rassemblement national aujourd'hui est très claire et facile, confortable. Mais dans les mois qui viennent, ça va changer. Aujourd'hui, c'est confortable parce qu'ils ne veulent pas gouverner. Ils sont là comme une sorte de tireurs embusqués pour viser... Comme une opposition. Ouais. Mais une opposition qui sait que par sa force électorale, elle peut rapidement faire gagner une motion de censure et faire tomber n'importe quel gouvernement. Soit en s'alliant avec le Front populaire si le gouvernement est de droite ou macroniste, soit en s'alliant avec la droite si le gouvernement est Front populaire. Donc le Front national est dans une situation confortable. Par ailleurs, ils ont réalisé un très bon score aux législatives, près de 11 millions de voix, et l'idée s'est installée qu'ils s'étaient fait un peu voler la victoire par ce Front républicain qui maintenant se retourne sur ses auteurs. Mais dans les mois qui viennent, le Front national, Rassemblement national doit affronter un procès très difficile, celui sur les assistants parlementaires européens, qui pourrait aboutir à des conséquences rudes, notamment l'inéligibilité pour Marine Le Pen. Deuxièmement, on l'a vu, le RN n'a pas fait le travail, ni le travail de fond sur le programme, ni le travail de fond sur le recrutement. On l'a vu pendant les législatives. Ce parti, qui avait une façade si respectable, en fait, a un fonds de commerce qui est dans la pagaille la plus absolue. Et troisièmement, s'il y a une dissolution l'année prochaine, qui dit que les Français donneraient cette fois-ci les clés au Rassemblement national? Et s'ils le font, que pourra faire le Rassemblement national en moins d'1 an et demi, 2 ans d'action avant la présidentielle et surtout à 9 mois de municipales qui sont des élections très défavorables au RN, les municipales. Donc vous voyez, l'idée de se dire les gouvernements vont se succéder, ça sera le chaos et en juillet 2025 il y aura une dissolution et là le RN arrivera au pouvoir, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le RN. Non, c'est pas si facile que cela pour eux. L'idée qu'ils vont triompher en 2027 n'est pas gravée dans le marbre. Le Rassemblement national qui profite toutefois des divisions à droite, et on l'a vu avec notamment ce nouvel allié, Éric Ciotti. Bien sûr, Éric Ciotti a raté son coup. Il pensait monter dans le train de la victoire et il se retrouve avec 16 députés à être satellisés complètement par le RN. Et quel est son destin si ce n'est d'être digéré par le RN lors des prochaines élections? Alors ça dépendra aussi des LR. Laurent Wauquiez a décidé de garder l'indépendance de la droite, indépendance vis-à-vis du RN et de la Macronie. Combien de temps ça peut durer? Laurent Wauquiez espère sans doute que l'extrême droite va s'effondrer sur elle-même à cause de tous les ennuis que je vous ai décrits et qu'il pourra rafler la mise, un peu comme Nicolas Sarkozy en 2007. Être l'homme de droite fort qui fait oublier le Rassemblement national. À moins qu'il se dirige aussi vers une tentative d'alliance, mais à son heure, avec ses arguments avec le RN. La droite républicaine a montré qu'elle remettait de l'ordre chez elle. Elle a rédigé un pacte législatif, donc elle a fait un certain travail programmatique. Il lui manque le courage. Si elle pense que son programme est bon, il faut faire une coalition avec les macronistes et appliquer ce programme tout de suite, c'est-à-dire gouverner. Si elle pense que ce programme n'est qu'une manière d'attraper les électeurs, il faut qu'elle réponde à la question. Est-ce que ce sera autour d'une alliance de centre-droit en 2027 ou est-ce que ce sera en proposant à ce moment-là un autre pacte au Rassemblement national? Là-dessus, Laurent Wauquiez est muet. Eh bien, on continuera à suivre les développements politiques avec vous, Christophe Barbier. Une allocution peut-être attendue ce soir d'Emmanuel Macron. On verra si peut-être il annonce le nom du futur Premier ministre. En tout cas, on vous retrouve demain. Normalement avec Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, si il n'y a pas un nouveau Premier ministre d'ici là, ce qui l'obligerait évidemment à se retirer. Eh bien, merci beaucoup Christophe, à demain. À demain.